Afrique. Bonjour et bienvenue à vous ce jeudi dans Washington Forum. Donald Trump et l'Afrique. Comment le milliardaire américain va-t-il bientôt devenir le 45e président des États-Unis? Comment va-t-il gérer les relations avec le continent? On décrypte avec nos invités. Donald Trump et l'Afrique. Quelle politique africaine pour le futur locataire de la Maison-Blanche? Quid des opérations militaires sur le continent? Les sujets africains ont été quasi inexistants de la campagne du candidat républicain. Enchaînant les déclarations fracassantes sur l'immigration, à quoi doivent s'attendre les immigrés et les sans-papiers africains aux États-Unis? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. On ouvre cette première partie avec un angle particulier sur les questions de sécurité chères durant la campagne électorale à Donald Trump. De l'Ouest à la Corne de l'Afrique, ce ne sont pas les attaques terroristes qui manquent. Quelle coopération entre les pays concernés et les États-Unis? On fait le point notamment sur la présence militaire américaine en Afrique avec Eric Manirakiza. Depuis quelques années, les États-Unis ont renforcé la dimension militaire de leur coopération avec les Africains. Deux types d'actions ont été initiés pour lutter contre le terrorisme, mission principale du Pentagone en Afrique. D'abord, le programme Partnership for Regional East African Counter-Terrorism qui consiste à former et entraîner des forces locales. De plus, ce programme offre l'action directe des forces américaines à travers l'utilisation des drones armés et des forces spéciales. En 2002, le département d'État lance la Pan-Sahel Initiative pour renforcer la sécurité aux frontières et les capacités antiterroristes en Afrique de l'Ouest au profit du Mali, Tchad, Niger et Mauritanie. Cette région au centre de l'arc d'instabilité qui se prolonge jusqu'à la Corne de l'Afrique retient une attention particulière. Et en 2005, ce programme prend une orientation élargie, le Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership, et est doté d'un budget annuel d'environ 100 millions de dollars américains. D'autres pays comme l'Algérie, le Burkina Faso, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal s'ajoutent dans l'opération Enduring Freedom pour combattre et anéantir les organisations terroristes. La communauté internationale doit accompagner les efforts nationaux en matière de sécurité. Quand un pays comme les États-Unis a été frappé tel qu'il a été le 11 septembre, ce n'est pas des pays comme les nôtres qui peuvent se targuer d'avoir des dispositifs antiterroristes. L'élection surprise de Donald Trump à la Maison-Blanche ne rassure pas tous ses alliés africains engagés aux côtés de Washington. Et avec nous sur ce plateau, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, et Michael Churkin, analyste sur les questions de sécurité en Afrique de l'Ouest notamment. Messieurs, première question, comment est-ce qu'on peut imaginer la politique américaine sécuritaire de Donald Trump une fois qu'il sera installé à la Maison-Blanche, Michael Churkin? La réponse du cœur, c'est qu'on n'a vraiment aucune idée. C'est-à-dire qu'il n'a pas prononcé des mots, autant que je sache, sur sa politique prévue de l'Afrique. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais c'est vraiment difficile à dire ce qui va se passer. Mais il y a forte possibilité qu'il va simplement continuer la politique d'Obama qui a été débutée. C'était à peu près la même politique de George W. Bush. Donc, on peut espérer la continuité. Herman Cohen, pendant la campagne électorale de Donald Trump, on a pu noter qu'il parlait très peu de l'Afrique. À chaque fois qu'il en a parlé, c'était dans des termes assez médisants, pour ne pas dire, voire quelqu'un qui semblait même ignorer en fait le continent. Mais j'aimerais qu'on prenne cet exemple. Par exemple, à un moment donné, il parle des pirates somaliens et il dit « Je les éradiquerai de la surface de la terre, je le ferai si vite qu'ils n'auront aucune chance de survivre ». Est-ce que c'est là une politique qui va être plutôt une politique de va-t-en-guerre? Est-ce que c'est comme ça qu'il compte s'occuper de la question terroriste en Afrique, par exemple? Il a dit deux choses un peu contradictoires. D'abord, il a dit que l'Amérique ne doit pas se mêler de tous les problèmes du monde et trouver des solutions.
et il était contre la guerre en Irak, par exemple. Mais en même temps, il a dit nous allons écraser l'État islamique. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'États islamiques en Afrique. Il y a El-Shabaab en Somalie, Hakim dans le Sahel, Boko Haram. Donc, je suis d'accord avec M. Shurkin que je suis sûr qu'il va continuer la même politique que le président Obama. Alors, finalement, on se retrouve avec cette menace terroriste qui est de plus en plus importante. On a vu qu'il y avait eu des accords en mai dernier de signer entre les États-Unis et le Sénégal pour une coopération militaire un peu plus concrète sur le terrain. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? À quoi va ressembler de plus en plus cette coopération militaire, Trump ou Obama, peu importe? Il s'agit de... Dans la politique américaine, il y a une certaine tension entre la recherche et l'efficacité, donc on veut des partenaires efficaces, et aussi le désir de promouvoir la démocratie. Et donc chaque pays utilise cette tension, sécurité, démocratie. Ce qui va être possible chez Trump, ça va être, on va mettre plus d'emphase sur la côté efficacité militaire et moins d'emphase sur la démocratie. Surtout vu les choses qu'il a dit à propos de Poutine, le président de la Russie, et d'autres autocrates. Donc il y a une possibilité, simplement possibilité, qui va mettre plus d'emphase sur le militaire, l'efficacité et moins sur la démocratie. Ceci dit, on ne sait pas vraiment. Monsieur Cohen, comment aujourd'hui affronter, quand on est depuis les États-Unis, comment s'occuper de ce problème terroriste qui est transversal sur tout le Sahara, donc qui va aussi bien de la Mauritanie jusqu'à la Somalie? Ça va être un gros dossier, qu'on le veuille ou non, pour la prochaine administration américaine. Il ne faut surtout pas mettre des soldats américains dans une position de faire le combat contre les terroristes. C'est-à-dire pas de soldats au sol pour vous? Il y a des soldats au sol, mais pas pour faire le combat, parce que les terroristes vont dire, l'État islamique va dire, voilà les chrétiens qui viennent écraser les musulmans, n'est-ce pas? Il faut que les Africains eux-mêmes fassent le travail. Et les États-Unis sont là pour former, pour financer et pour équiper. Et je crois que ça va continuer comme ça. Michael Shurkin, vous êtes d'accord avec ça? Pas de soldats américains au front? Oui, peut-être on va augmenter, mais de petit à petit, tout petit. Pas de grandes... Parce que là, on voit que par exemple, au nord du Cameroun, il y a à peu près 300 hommes qui ont été envoyés. Oui, donc de cette échelle-là, pas plus que ça. Surtout, on préfère, c'est vrai qu'on préfère travailler avec les Africains ou on préfère assister les Français qui sont prêts à mettre les soldats sur le terrain. Donc c'est un soutien en arrière, c'est un soutien indirect. Et donc même vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'emphase sur la sécurité et l'efficacité, j'ai du mal à envisionner un futur, un avenir dans lequel il y a beaucoup de soldats américains sur le sol. Ça ne va pas se passer. Mais l'année dernière, par exemple, quand il y a eu l'attaque à Ouagadougou, on s'est rendu compte qu'il y avait des soldats américains, très peu, certes, mais qui étaient par exemple avec les forces spéciales françaises sur le terrain, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait eu des attaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça envoie comme message? Il était déjà là, ils vont rester là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à Ouagadougou, ces forces spéciales étaient là sur place, mais dans d'autres villes africaines, on ne trouve pas la même situation où on a cette collection de forces spéciales occidentales. C'est rare. Donc il ne faut pas s'attendre à voir plus de soldats américains sous Trump. Voilà. D'accord, ce serait contre-productif, semble-t-il. À mon avis, oui. On va prendre tout de suite, comme chaque semaine, vos réactions, parce que vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook de voaafrique.com. Voici quelques-uns de vos commentaires, par exemple celui de Archiduc Théodore au Tchad, qui dit « Les États-Unis ne peuvent exister sans collaboration avec l'Afrique, qui demeure incontestablement fournisseur des matières premières dont ils ont besoin ». Il y a aussi Tornelli Pouembe en RDC qui dit que Donald Trump s'implique dans tous les domaines en Afrique, surtout en politique envers les présidents dictateurs. Ou encore Blaise Pangui au Congo qui dit que Donald Trump doit agir avec fermeté à l'égard de ses homologues africains, surtout ceux qui oppriment leur population. Et enfin Konai Daji Konai au Tchad qui dit l'Afrique ne doit rien attendre de Donald Trump,
mais plutôt s'inspirer de l'exemple américain en matière d'élection. On parlait tout à l'heure justement de la diplomatie, de ces accords qui sont signés. Donc on a vu la coopération militaire, mais il faut des institutions fortes. C'est par exemple ce que l'administration Obama a essayé de répéter à tout bout de champ sur le continent. Vous voyez ces commentaires, il y en a qui ne se font pas d'illusions, ils n'attendent rien de Trump, Herman Cohen. Oui, surtout dans le domaine de la démocratisation, comme M. Shurkin a dit tout à l'heure. Président Obama a insisté beaucoup sur les bonnes élections, la bonne gouvernance. Maintenant, je crois qu'avec Donald Trump, il y aura moins de ça. Et il va insister surtout sur la sécurité et les armées qui sont efficaces. Et il va parler moins de bonne gouvernance, à mon avis. Mais pour avoir des armées efficaces en Afrique aujourd'hui, on connaît un petit peu l'état de certaines armées. On sait que c'est encore difficile. Quand on a vu comment le Mali a été attaqué par les djihadistes, l'armée n'était pas assez forte. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui les Américains peuvent appuyer, par exemple, une armée malienne qui est en pleine reconstruction Michael Shurkin. Bon, les forces armées maliennes, ils ont besoin de tout. Donc la réponse n'est pas très simple, mais il faut travailler fortement avec les EUTM et les Européens, les Français. Et il faut une question d'augmenter beaucoup l'effort qu'on fait. Mais de cette côté démocratie, sécurité, c'est plus relevant en question de la politique vis-à-vis de la Tchad, Déby et tous les gens qui sont d'un côté pas démocrates de tout, mais aussi sont très efficaces. Et c'est là où on peut voir des changements. On peut voir, c'est une possibilité, moins de pression sur les autocrates efficaces et moins d'emphase sur la démocratie et les élections. Ceci dit, c'est possible que la politique va rester à peu près la même parce qu'on a vu même chez Bush que la politique était Bush aussi mettait l'emphase sur la démocratie. Donc peut-être il va rester dans les lignes républicaines, les lignes de Bush. On ne sait pas. On me prévient que Ousmane Sène, notre invité depuis Dakar, le directeur du Wark Institute, est avec nous. Ousmane Sène, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir, bienvenue dans ce Washington Forum qui est consacré, cette première partie est consacrée à la coopération militaire entre les États africains et les États-Unis. On aurait aimé vous demander, vous qui êtes au Sénégal, comment est-ce que cette élection de Donald Trump a été accueillie et à quoi peut-on s'attendre en termes de sécurisation dans la région de l'Afrique de l'Ouest, par exemple ? Oui, ça a été une surprise. Bon, mais les gens se sont ressaisis après pour comprendre quand même que, bon, c'est les Américains qui choisissent eux-mêmes et ils ont choisi Donald Trump et on leur souhaite le meilleur succès possible. Les gens ont discuté autour de ça. Moi-même, j'ai discuté sur beaucoup de chaînes de télévision et de radio. On en a conclu que, bon, la coopération avec les États-Unis n'a pas atteint un point tel que si l'on change de président, qu'on ait trop peur parce que cette coopération devrait se renforcer plus tôt. Mais on s'est dit que dans les questions relatives à l'environnement et dans les questions relatives aux droits de l'homme, on pourrait peut-être voir un Donald Trump qui est moins regardant que les démocrates. Mais enfin, la conclusion qu'il faut en tirer aussi, c'est que les Africains n'ont pas besoin quand même d'avoir devant eux un gendarme pour respecter les droits de l'homme. Et concernant les coopérations militaires, concernant la coopération militaire avec les États-Unis. Oui, on a conclu que cette coopération devrait aller se renforçant. L'Afrique étant le ventre mou de la lutte contre le terrorisme, je crois qu'il y a tout intérêt à renforcer cette coopération. Dans le cas de Dakar est à un point très stratégique pour des manœuvres militaires ou des activités militaires. Et on s'attend certainement que ces relations-là se développent, puisque Donald Trump aura le souci peut-être d'être plus combatif que Barack Obama, qui préférait envoyer ses drones le plus souvent, plutôt que d'envoyer des troupes au sol. On se dit que peut-être un républicain se dira aussi que les
les troupes au sol seront plus efficaces et à partir de ce moment, on aura besoin d'air stratégique comme Dakar, par exemple, et d'autres points. Effectivement, on continuera cette conversation dans la deuxième partie. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après cette courte pause. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! De retour dans ce Washington Forum, les conséquences de l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche, notamment sur la question de l'immigration. Ici aux États-Unis, notre reporter Arzouma Compaoré a recueilli plusieurs témoignages de membres de la diaspora africaine. Écoutez-les. Son projet d'immigration ne peut pas beaucoup réussir. Non, ça ne peut pas. Et lui-même, il le sait. Pourquoi je dis qu'il le sait? Parce qu'en tant que businessman, on est toujours à l'affût d'une main-d'œuvre qui est moins chère. Il n'y a qu'à regarder les éléments qui montrent bien comment il a monté sa tour qui est au niveau de New York City. On a bien dit qu'il a profité d'une main-d'œuvre moins chère. Tu as tous tes enfants qui sont nés là-bas, tu fais comment? Même s'il est avec une autre immigrée et puis ils sont tous là sans papier, ils ont des enfants. Les enfants sont là, ils ont droit de citer et tout. Et donc, ça fait que c'est une question qui est vraiment difficile. Où tu vas priver les enfants des parents ou tu vas faire quoi? Donc là, je ne sais pas où il va aller trouver la solution, mais ça ne sera pas facile du tout. Si des gens qui ne sont pas très réfléchis veulent bien sûr déporter tous ceux qu'ils appellent illégaux immigrants de ce pays, ils peuvent bien arriver à le faire. Ça sera peut-être par la manière forte, mais ils peuvent le faire. C'est réalisable. Ça va être très difficile. On va avoir des moments très difficiles. Mais à la fin, je pense que les gens vont être plus soudés, en fait. Et là, vraiment, c'est l'opportunité d'apprendre où on vit, comment ça se passe, comment une loi devient une loi. Hein? Franchement, tout ça, là, it's a wake-up call. Ça n'empêche pas à ceux qui sont illégaux d'être un peu beaucoup plus vigilants. Parce que même quand on est légal, on peut te déporter quand tu es un grand criminel, quand tu ne respectes pas la loi. La déception est énorme. Je suis triste d'avoir vécu dans ce temps et voir cela, que nous pouvons propager un message de haine et être acceptés par la majorité. Alors, c'est quelques témoignages d'Africains de la diaspora ici aux États-Unis, plutôt inquiets. Avec nous tout au long de cette deuxième partie, depuis Dakar, Ousmane Sène. Vous êtes directeur du Centre de recherche d'Afrique de l'Ouest. Toujours avec nous sur le plateau, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Et enfin, Michael Churkin, vous êtes analyste sur les questions de sécurité, notamment en Afrique de l'Ouest. Messieurs, on ne peut pas parler des questions sécuritaires sans parler de l'immigration, parce que le terrorisme dans certaines parties africaines est lié aussi à l'immigration économique. J'aimerais qu'on revienne rapidement, avant qu'on poursuive sur l'immigration, sur ce débat un petit peu qu'il y a sur cette intervention. On entendait tout à l'heure M. Ousmane Sène qui, lui, parlait plutôt d'une volonté d'avoir des soldats américains au sol pour lutter contre le terrorisme. Vous n'étiez pas tellement d'accord, je pense, ce n'est pas tellement diplomatique. Oui, j'ai dit, les États-Unis ne s'intéressent pas à mettre les soldats sur le sol, sauf les petits déploiements de petite échelle, comme on voit maintenant. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres choses à faire et on ne s'intéresse pas à faire ça. Aussi, la guerre en Irak était très traumatique. Nous avons perdu 15 000.
Et le public américain était vraiment traumatisé. Donc, ils ne veulent plus avoir des soldats en combat dans les pays étrangers, sauf si notre intérêt vital est en jeu. Ousmane Sène, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Que pensez-vous de ces positions, en fait, qui sont expliquées par nos autres invités? Le fait de ne pas avoir de soldats américains au sol. Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec les explications de M. Cohen. Il faudrait d'ailleurs qu'il sache que je me souviens du temps où il était au département d'État. Continue, Tapi, c'est pas ici. Quand il était au département d'État, et je le salue. Ce qu'il a dit est tout à fait logique. Effectivement, les Américains ont été traumatisés par certaines images de jeunes Américains que l'on traitait d'une certaine manière. Rappelez-vous ces images qui venaient de la Somalie, cet Américain-là qu'on avait tué et qu'on avait attaché à une corde et qu'on traînait dans les rues de Mogadiscio. Ça a été traumatisant. Je sais que ce sera difficile pour que les Américains en viennent à peut-être une stratégie où les hommes seront une stratégie majeure pour les combats qu'il y aurait à faire. Mais enfin, il faut reconnaître aussi que les drones, tels qu'on les connaît comme ça, n'ont pas réussi à régler les situations de manière radicale. Donc, il y aura un choix nécessairement à faire. Ce que je disais par rapport à ça, c'est que, bon, effectivement, à un certain moment à Dakar, on a vu un certain nombre d'hommes de l'armée américaine qui étaient là, mais ce n'était pas un nombre aussi important que ça. Effectivement. Tout ce que je veux dire, c'est que les liens... On va avancer un petit peu dans le débat, si vous le permettez. On va revenir sur la question de l'immigration, parce qu'on a vu quand même que ça préoccupe énormément de personnes, et notamment tous ceux qui se retrouvent sans papier. Alors, qu'est-ce que Donald Trump va faire une fois que son administration sera en place? Est-ce qu'il va mettre tous ces gens dehors, ou c'est la question que beaucoup se posent? Comment il va s'y prendre? Il a fait beaucoup de promesses, n'est-ce pas, aux gens qui l'ont élu. Et je crois que la promesse la plus importante, c'est de déporter beaucoup de gens sans papier, surtout les gens qui ont un peu de problème avec leur casier judiciaire. Donc, c'est le moment pour les sans-papiers d'être inquiets. Je crois qu'il va vraiment agir et il va déporter beaucoup de monde, à mon avis. Est-ce que la loi, est-ce que le cadre aujourd'hui institutionnel lui permet de faire de prendre ce genre d'action? Oui, je crois que si vous êtes ici sans papier, bien sûr, il faut suivre la loi, il faut envoyer des gens devant un tribunal, mais il va le faire, je suis sûr. Il va le faire, je suis d'accord. Mais la question, c'est simplement la taille, l'échelle. À quelle échelle est-ce qu'il va le faire? Déjà, Obama fait beaucoup de déportations. Obama fait plus de déportations que sous Bush. C'est-à-dire que ça se fait toujours. Donc, Trump va augmenter l'échelle, mais jusqu'à quel point? Et on va voir, on ne sait pas. C'est vrai que de toutes les promesses qu'il a faites, je crois que ça, c'est une des promesses qu'il va essayer de tenir parce que c'était vraiment au centre de sa campagne électorale. On va prendre d'autres réactions sur notre page Facebook de voaafrique.com. Abdelaziz Harouna au Burkina Faso qui nous dit « Trump doit coopérer avec les dirigeants africains, surtout dans la lutte contre le terrorisme ». Donc c'était le thème de la première partie. Dadigno Luzolo aux États-Unis qui nous dit « Il faut qu'il renonce à sa politique contre les immigrés, sinon il risque la balkanisation de son pays ». Ou encore Fortes Dakouo au Mali qui dit qu'ils les mettent dehors, tous ces malfrats, on ne peut pas quitter son pays et aller faire des bêtises dans le pays d'autrui. Ousmane Sène, on parlait de ces déportations et de ces inquiétudes de la diaspora africaine ici. Comment ça a été perçu sur le continent? Est-ce qu'au Sénégal, par exemple, les gens se disent du coup, nous n'irons plus aux États-Unis, nous n'allons plus chercher à migrer vers les États-Unis? Non, ils ne se disent pas ça, mais ils sont inquiets par rapport à ceux qui sont là-bas, qui travaillent et qui ne sont pas régularisés. Parce que figurez-vous que l'apport des immigrés sénégalais aux États-Unis, qui sont en France, est de loin plus importante que l'aide publique au développement de tous les pays développés. Alors donc l'apport financier de ces immigrés est extrêmement important. Donc dans ces conditions, de ce point de vue-là, les gens sont inquiets. Mais il y a quand même un certain nombre de facteurs dont je dis qu'il faudrait les tenir en compte. D'abord, depuis qu'il a su qu'il était élu, Donald Trump est revenu sur un certain nombre de choses en nuançant ses propos.
Obamacare, il avait dit ça ne vaut rien, on va l'enlever. Maintenant, il dit je vais faire certaines modifications pour l'adapter. Il y a beaucoup d'autres points sur lesquels il est revenu. En plus, moi je me pose la question, est-ce que les images que l'on voit dans un certain nombre de pays, est-ce que ces images sont soutenables dans le contexte américain à cause de questions liées à l'immigration et à la sécurité, séparer des enfants de leur papa ou de leur maman, unifier une famille, ça je ne sais pas. Je crois que bon, peut-être que l'immigration sera à partir de maintenant un peu plus difficile, un peu plus contrôlée, mais ceux qui sont déjà sur le sol américain et qui ne sont pas des criminels et qui n'ont pas de casier judiciaire, peut-être qu'il faudra essayer d'envisager une manière plus douce de régler leurs problèmes. Effectivement. Moi, c'est ma lecture. Oui, merci. Messieurs, l'autre question qu'on se pose justement, qui dit immigration dit aussi économie. Les accords, on pense à l'AGOA, on pense aux différents accords et à toute l'aide au développement qui, durant les 8 dernières années, ont accroît. Est-ce qu'il faut s'attendre à une suspension ou il faut s'attendre à des renégociations de la coopération financière américaine apportée au continent ? Pour le commerce extérieur, il y a un accord avec les Africains qui s'appelle AGOA, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué par les Africains peut entrer aux États-Unis sans payer la douane. Le problème pour M. Trump, c'est un accord à sens unique. Tout arrive de l'Afrique sans payer la douane, mais tout ce que l'Amérique envoie là-bas paye la douane. Il n'a pas cité nommément l'AGOA, mais en tout cas, il a dit que ce genre d'accord ne lui plaisait pas forcément. C'est pas juste, donc je suis sûr qu'il va insister. D'accord, on va continuer le commerce libre, mais vous, les Africains, vous devez faire entrer nos marchandises sans payer la douane. Michael Churkin, si demain on se retrouve avec une aide au développement qui est moindre, qui est beaucoup moins importante que celle de ces 8 dernières années, avec des accords renégociés à tout va, est-ce qu'on ne va pas assister, encore une fois, à une crise parce que l'immigration, d'une certaine façon, on en parlait, elle pousse aussi cette jeunesse africaine en partie à la mer ou au terrorisme ? C'est possible. Je ne peux rien dire de plus définitif que ça. C'est possible. Il y a toujours la question, est-ce que Trump va s'intéresser au développement économique de l'Afrique ou non? Peut-être il va le voir simplement de la perspective affairiste, business, ou peut-être pas. S'il laisse la politique aux professionnels, c'est-à-dire les gens comme nous qui travaillent l'Afrique au sein du gouvernement, la politique va rester plus ou moins la même. Mais il se peut qu'il va changer tout cela, il va apporter d'autres vues, d'autres perspectives. Il se peut qu'il va essayer d'amoindrir, laisser tomber l'aide économique ou le développement économique, et tout est possible. Mais je ne peux rien dire de définitif en dehors de ça. C'est possible. En tout cas, on va observer. Dès le 20 janvier prochain, le président Trump sera donc investi, normalement. On verra aussi comment il va poser ses premiers actes pour l'Afrique. En tout cas, merci Ousmane Sène d'avoir été avec nous en direct depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes directeur du Work Institute. Merci à vous d'avoir été dans cette émission et d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à Fraternité FM à Parakou au Bénin qui diffuse Washington Forum.